Voilà, on va donner en premier donc la parole à M. Dumurgier, s'il veut bien, pour qu'il nous parle de l'expérience qu'il a eue en collaboration avec M. Falandry sur les fistules en Mauritanie. M. Dumurgier, si vous voulez bien. Et on fera donc la discussion, si vous en êtes d'accord, après la communication de Jean-Marc Dollard. Bien. Monsieur le Président, chers collègues, chers amis, je suis très heureux de parler une nouvelle fois, de faire une nouvelle communication à l'Académie de chirurgie. Ça fait sans doute la quatrième. La première, c'était sur le Cambodge en 2004, après en 2009 avec Paulieu, une autre sur l'Afghanistan en 2012, et aujourd'hui sur les fistules obstétricales. Alors, on va essayer de définir, mais vous voyez que ça représente par rapport à la communication du professeur Denis Mukwege, ça représente 96%, puisque dans sa statistique, en fait, ces formes dramatiques que nous avons vues tout à l'heure, ça représente en gros 4% en dehors des périodes aiguës de guerre, et peut-être un peu moins. Donc là, ce dont nous allons parler, ce sont les fistules obstétricales qui représentent et qui sont essentiellement des problèmes urologiques et gynécologiques, et qui représentent 96%, et qui sont pas dus, enfin, on peut parler d'un traumatisme, à l'absence ou à l'insuffisance des soins obstétricaux d'urgence. Alors, pour chaque cas de mortalité maternelle, globalement en Afrique, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, 20 femmes vont présenter des complications lors de leur accouchement. La fistule obstétricale est la plus grave, la plus dévastatrice des morbidités maternelles. Elle est consécutive à une dystocie, c'est-à-dire dans la très grande majorité des cas, un travail bloqué ou prolongé plus de 48 heures. Il y a un dicton africain qui dit que quand un travail a commencé, il ne faut pas qu'il s'écoule plus de 2 couchers de soleil. On sait qu'au-delà, 48 heures, 72 heures, bien entendu. Et ça aboutit dans 90% à un premier drame pour la jeune femme, puisque 50% sont primipares, si on prend les statistiques générales, c'est-à-dire la mort du fœtus chez cette jeune femme qui vient de se marier. Si l'atteinte fistulaire provoquée par un mécanisme de compression qu'on verra tout à l'heure, eh bien, ceci va entraîner une escarre et une communication entre la vessie et le vagin. C'est la plus commune. Elle va donc présenter des fuites urinaires, mais pas des fuites urinaires très particulières, elles sont permanentes, 24 heures sur 24, 365 jours, 365 nuits. Associées dans moins de 10% des cas avec des pertes de matière. On comprend tout de suite les conséquences sociales, on va voir les facteurs épidémiologiques, et la vie de cette jeune femme est changée pour toujours. Elle a 15 ans, 16 ans, 20 ans, pour toujours. Il faut quand même savoir 2 choses, c'est que ce terrible handicap, on peut le prévenir, et c'est tout le problème de la santé de la reproduction, des consultations prénatales, et la possibilité de faire une césarienne en moins de 24 heures après le début du travail, et parfois les guérir, parce que c'est assez compliqué. Je m'étendrai peu sur les techniques, puisque ce sera surtout Jean-Marie Colas qui le fera. Pourtant, 17 ans après le lancement de la campagne mondiale, qui est très ambitieuse, éradication en anglais to end, eh bien 17 ans après, on en est très loin. Il y a toujours des centaines de milliers de femmes qui ont des fistules et des milliers qui sont traitées. C'est à peu près la proportion. Alors, je prends l'exemple de la Mauritanie, où nous sommes allés pendant, on aurait dû y aller cette année, ça aurait fait exactement 15 ans, de 2005 à 2019, avec différentes ONG, GEFMER, OAHA, et il y a eu quelques missions par l'ambassade. La Mauritanie est un grand pays de 1 300 000 km², très peu habité, surtout dans la bande sud, le long de la route de l'Espoir, qui va de Nouakchott à Néma, et puis un peu le long de l'Atlantique. Vous voyez, je rappelle, alors 5 millions d'habitants, ça c'est un chiffre un peu discutable, il n'y a pas de recensement depuis longtemps, c'est un autre problème propre à la Mauritanie. Le reste de la Mauritanie, c'est surtout cette image sur la route qui nous conduisait à Kifar, c'est-à-dire des déserts, des dunes, très peu d'habitants, mais cependant, un des problèmes spécifiques de la Mauritanie, c'est que quand un travail débute
dans un endroit éloigné d'un centre de santé, surtout d'un centre où on peut faire une césarienne, là, vous comprenez qu'on passe rapidement les 48 heures. L'historique, c'est quelque chose qui est connu depuis la grande Antiquité. À l'époque, chez les Égyptiens, il y avait deux maladies incurables, c'était les paraplégies et les fuites urinaires à la suite d'un accouchement. Et si j'ai mis le nom de Marion Sims, c'est le premier qui a traité avec succès une fistule, mais je crois qu'il y a eu à peu près 30 interventions. Il l'avait traité avec des fils métalliques. D'ailleurs, dans la fistula clinique qu'il avait créée à New York, et sa première publication d'un succès, c'était en 1842. Les étiologies sont multiples. On vous a parlé tout à l'heure des dramatiques viols, donc on les place plutôt dans les causes traumatiques. La cause principale, malheureusement, c'est un problème de politique de santé, c'est un indicateur du niveau obstétrical d'un pays, et c'est la raison pour laquelle, avec la disparition, je parle en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, de la coopération, enfin, et puis c'était la même chose dans les territoires anciennes colonies britanniques ou portugaises, il y a eu cette campagne mondiale qui a été lancée en 2003 avec une ambition de supprimer qu'il n'y ait plus de fistule. La physiopathologie, elle est simple, compression, ischémie, nécrose, perte de substance, communication entre la vessie. Donc, j'ai représenté par ce trait rouge, c'est des tissus qui sont menacés, comprimés, qui vont nécroser entre le pubis et la tête du fœtus. Alors, il faut toujours revenir à ce schéma. C'est la majorité. Il peut y avoir un problème d'accident de forceps au cours d'un accouchement, mais ce n'est pas tout à fait la majorité des cas, c'est ce mécanisme. Alors, quelques données épidémiologiques. En Mauritanie, mais c'est un peu général dans les autres pays, près de la moitié sont des primipares, donc parfois des femmes de 14, des jeunes femmes, des grands enfants de 14-15 ans. Plus de 90% sont morts-nés. Et là, on peut dire que quand une femme vient avec des fuites urinaires et que l'enfant est vivant, eh bien, jusqu'à l'examen clinique, on peut douter que ce soit vraiment une fistule obstétricale, c'est-à-dire une perte de substance. Et dû essentiellement à l'insuffisance des soins obstétricaux d'urgence. Et particularité de la Mauritanie, c'est que depuis 2000, il y a ce qu'on appelle le forfait obstétrical, c'est-à-dire que les soins obstétricaux sont gratuits et même la césarienne est prise en charge. Et bien, malgré ça, ça a baissé un peu la mortalité maternelle. Il est probable que ça a diminué la prévalence des fistules, mais elles sont encore nombreuses. Ce qui est commun, c'est bien entendu la pauvreté. J'ai mis la ruralité pour expliquer le problème de distance qui peut exister entre le petit village et le centre de santé, et surtout l'hôpital, la structure hospitalière, on pourra faire une césarienne. Et peut-être ce qui améliorera les choses, c'est que ces pays de l'Afrique de l'Ouest, l'urbanisation est galopante. Et actuellement, en Mauritanie, en 2020, eh bien, plus de 50% de la population habite dans les villes. Donc, il y a quand même des structures, mais encore faut-il avoir de l'argent, souvent, pour faciliter les choses et être opéré avant la 48e heure. Alors, la mortalité a pas mal baissé. En 2005, elle était de près de 800. Donc, le forfait obstétrical a certainement amélioré nettement les choses, et puis surtout aussi l'urbanisation. Il y a quand même au moins 500 fistules, mais c'est toujours très difficile à apprécier, parce que c'est avant tout une maladie cachée, puisque plus de la moitié des femmes accouchent encore à domicile, et quand cet accident, ce drame survient, eh bien c'est caché, et des femmes, des fois, consultent 50, 10 ans après. Elles s'habituent, elles sont exclues, c'est vraiment un drame. Alors pour celles dans les villes, évidemment, elles peuvent être prises en charge plus tôt, mais encore faut-il qu'il y ait un centre qui les prenne en charge. La prévalence, à peu près 7000. On compte qu'il y en a à peu près 2 millions en Afrique. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites au moment du lancement de la campagne. Il y a des articles qui sont sortis. Et malheureusement, le cas des traités est un maximum de 150 à 200. Et là-dessus, je pense qu'il y en a plus de la moitié qui sont des récidives. Donc, vous voyez, au Tchad, au Niger, c'est beaucoup plus grave. La mortalité, il n'y a pas de forfait obstétrical, il y a beaucoup plus grande démographie. Vous voyez que c'est plus important encore que dans ce pays. Donc, le diagnostic positif, on va voir, est relativement simple dans la majorité des cas. Il s'agit d'un examen gynécologique fait dans de bonnes conditions.
Alors, on différencie toujours l'ensemble des fistules obstétricales, dû à ce mécanisme, cette physiopathologie à peu près unique, avec, quand ils ont fait des études, beaucoup d'autres causes de fuite urinaire, et en particulier la plus importante, c'est-à-dire, par exemple, il y a une étude en Thaïlande, qui est un pays très développé sur le plan médical, mais dans le sud, vous savez qu'il y a des problèmes politiques. Bon, c'est un peu compliqué au contact de la Malaisie. Ils ont découvert 230 fistules, mais il y avait 220 fuites urinaires post-chirurgicales, c'est-à-dire après une césarienne mal faite. C'est un autre problème sur lequel il faudra bien entendu se pencher. Au Cambodge, il y a eu des fistules, mais c'était surtout à la période Khmer Rouge, et le profil est différent, puisque les vingtaines de malades que j'ai opérés au Cambodge de fistules, c'était des femmes qui avaient plus de 50 ans, et donc qui avaient une vie presque normale. Elles avaient gardé leur mari, elles avaient des enfants, bon, ça fuyait en permanence. Ce n'est pas du tout le drame qui est en Afrique. Bangladesh, il faut savoir, oui, il n'y a pas que l'Afrique, c'est le premier pays pour le nombre de fistules, la prévalence des fistules. Le premier congrès de l'ISOF a eu lieu d'ailleurs à Dakar. Au Bénin, avec Jean-Marie Collas, eh bien, sur 46 fistules qu'on avait opérées à Tangueta, dans l'hôpital qui est soutenu par notre ami Rocha, eh bien, il y avait 28 fistules post-césarienne, après un geste gynécologique. D'ailleurs, on regarde s'il y a une cicatrice. En sachant qu'il peut y avoir un double mécanisme. C'est-à-dire que les gens viennent à la 48e heure. Si on ne vérifie pas l'état du vagin, on risque d'avoir en l'ablation de la sonde une fuite d'urine qui n'est pas forcément iatrogène. Dès qu'un pays est un peu plus développé sur le plan obstétrical, on fait beaucoup plus de césariennes et il y a des fuites, parce qu'elles sont souvent pas faites dans de bonnes conditions. J'ai cité les 3 noms, c'est les 3 personnes qui ont permis les remontées et qui ont permis de lancer la campagne. Il y a Réginald et Catherine Hamelin, qui est morte l'année dernière en Éthiopie, au centre d'Addis Abeba. Kisvaldik, au Babar Ruga Hospital à Katsina, et Rahasen, qui a monté un grand centre de formation à Nairobi. Tout ça, ça aboutit à cette campagne du FUNUAP, qui est loin, malheureusement, d'être terminée. Donc, vous connaissez ça. Tout ce qui est du tout la pauvreté, la malnutrition. La petite taille est importante, c'était beaucoup mis en évidence en Éthiopie parce qu'il y a des ethnies qui sont de petite taille, et il y avait le fameux bâton de Catherine Hamelin, le bâton d'1,50 m. Quand il faisait des grandes consultations, on mettait la patiente à côté du bâton, s'il était de moins d'1,50 m, et il y avait de fortes de risque que ce soit une fistule. L'analphabétisme, bon. Il y a le problème des mutilations génitosexuelles. Ça, c'est important. Eh bien, il y a eu un peu une ambiguïté, surtout dans les pays développés, aux États-Unis, en Europe. Ça n'a rien à voir. Sauf peut-être dans quelques cas en Afrique de l'Est, parce qu'il y a des grandes mutilations. Mais en Afrique de l'Ouest, souvent, les missions qu'on a fait au Tchad, on appelait nos collègues tchadiens pour leur dire est-ce qu'il y a eu une excision ou pas. C'est des excisions minimales, ça donc entraîne. Il peut y avoir des lésions traumatiques au cours, mais à ce moment-là, ce n'est pas post-obstétrical, au cours de manœuvres d'excision, bien entendu. Donc, vous voyez, c'est multifactoriel. Le point commun, c'est la pauvreté. Donc, tous les facteurs. Alors, un travail ralenti supérieur à 48 heures, dans la moitié des cas, des primipares, l'enfant mort-né et les césariennes tardives, il peut y avoir le double mécanisme, la fistule par compression et la fistule au cours iatrogène. Et donc, la voie d'abord n'est pas la même, parce que ce qui est important à savoir, dans ces fistules obstétricales, la voie d'abord est dans 95%, ça dépend un peu des opérateurs, mais plus de 95%, la voie basse et la rachianesthésie. Bien entendu, les fistules post-chirurgicales, ce sera la voie haute, ce sera la phalanstyle où on reprend la médiane. Donc la morbidité, il y a quelque chose qui est mal étudié sur les ruptures utérines. Bon, souvent, ça se termine par la mort, par des péritonites, des hémorragies. Les déchirures, on va en parler tout à l'heure. Donc la fistule obstétricale aboutit à cette incontinence urinaire 24 heures sur 24, 365 sur 365. L'examen, c'est un examen clinique. Il faut un très bon examen clinique qui va pouvoir repérer la lésion tissulaire. Des fois, c'est 3 travers de doigts, mais des fois, il faut mettre le vaginoscope. Il va permettre d'élaborer une stratégie en sachant que le vrai diagnostic sera fait en péropératoire.
Et puis après, eh bien, on peut déjà dire à la famille ou à la jeune femme le pronostic en fonction des lésions. C'est pour ça qu'il y a eu de multiples classifications qui ont été faites. Nous utilisons plutôt celle de Falandry, donc il a rapporté au congrès d'urologie, en 3 groupes. Mais toutes les classifications, il y en a une vingtaine, se ressemblent un peu. On part toujours des plus simples aux plus compliqués. Là, c'est une classification qui repose avant tout sur l'examen clinique, l'examen gynécologique. Donc, vous voyez, l'objectif pour le groupe 1, c'est l'étanchéité. Le groupe 2, c'est l'étanchéité et la continence, l'ennemi du chirurgien étant la sclérose. Et le groupe 3, ben alors là, c'est assez dramatique. Il y a énormément d'échecs de reprise. Mais vous voyez que même dans le groupe 2, parfois, il faut une deuxième intervention parce que finalement, l'étanchéité, on arrive à l'obtenir dans très nombreux cas, dans le groupe 1 et dans les groupes 2, un peu facile. Mais tout dépend, si vous voulez, de l'atteinte de l'appareil sphinctérien. C'est souvent en post-opératoire qu'on verra qu'il persiste une insuffisance sphinctérienne et donc des fuites urinaires. Donc la patiente, elle considère qu'elle n'est pas très bien guérie. Alors, quelques images rapidement. Ça, c'est l'aspect d'une fistule quand elle arrive 8-10 jours après dans un centre de santé, évacuée par sa famille. Eh bien, ça va être vous voyez, c'est un escarre. Et donc là, il n'y a pas grand-chose à faire, en dehors du fait qu'on peut déjà faire un examen pour voir si l'urètre n'est pas touché, éventuellement mettre une sonde urinaire, mais ce sont des soins de propreté en attendant. En gros, dans toutes les études, on attend à peu près 3 mois avant d'examiner. Il y a un certain nombre de cas où il y a des toutes petites fistules, et parfois en mettant simplement une sonde pendant 1 mois ou 2 mois, quand on enlève les fistules, il n'y a pas de fuite. Bon, mais dans ce cas-là, ça m'étonnerait. Ça, c'est une fistule vue beaucoup plus tard. Un des signes en dehors de l'examen, ce sont les lésions cutanées dues aux fuites d'urine, en sachant que souvent, il y a des lésions importantes parce que ces pauvres femmes réduisent énormément leur boisson et ce sont des urines extrêmement concentrées, extrêmement agressives pour le périnée. Ça, c'est l'aspect absolument typique d'un groupe, un groupe 2, disons. Dans la pince, vous avez l'urètre, mais est-ce qu'il y a une atteinte sphinctérienne associée? Ça, on ne le saura souvent qu'après. Eh bien, en arrière, vous voyez la face postérieure de la vessie, où on peut des fois avoir un orifice, un méa urétéral. Donc, il va falloir, la technique, on en parlera tout à l'heure, en gros, c'est un dédoublement, suture, mais le pronostic pour la continence, eh bien, c'est vraiment post-opératoire qu'on le saura quand on enlèvera la sonde. Alors, l'ennemi du chirurgien, c'est la sclérose. On dit de temps en temps, puisqu'on met en général des valves-docine, il y a ce type de lésion. Eh bien, pour explorer, rien que pour explorer, eh bien, simplement mettre la valve, c'est très, très difficile. Et donc, il faudra faire des grandes incisions. Donc, on part d'une intervention d'un groupe 1 qui peut durer 20 minutes à une opération qui va être beaucoup plus longue, qui va consommer du sang, etc., etc. Donc, vous voyez, ça, c'est l'ennemi du chirurgien. La sclérose, plus ou moins importante. Ça, c'est une lésion assez classique, avec, vous voyez, dans la bougie de Heger est introduite dans l'urètre. Il y a certainement une atteinte sphinctérienne importante. Et la dissection qui est difficile, c'est en la partie supérieure de l'orifice du col vésical. Là, c'est souvent très, très adhérent. Ça fait un bloc pratiquement avec le pubis. Donc c'est ce qu'on appelle la section complète circonférentielle. Il faudra faire une anastomose urétro-vésicale en sachant que la continence, eh bien, il nécessitera souvent une deuxième, voire une troisième intervention. Ça, c'est encore beaucoup plus grave. C'est vraiment les groupes 3. Là, on n'est pas parti pour une demi-heure. Il va falloir reconstruire l'urètre, reconstruire le sphincter. Et donc, le pronostic là. Mais au moins, on a pu mettre la valve. On peut déjà explorer les lésions. Maintenant, guérir, eh bien, il faudra 2-3 interventions et parfois, ce sera impossible. Et puis, le dernier, c'est le cloaque avec des lésions urinaires et de l'appareil digestif. Fistule recto-vaginale, dans ce cadre, des fistules obstétricales, et ça représente 10% de l'ensemble des fistules obstétricales. Alors ça, c'était un vieux schéma, le schéma qui avait été utilisé pour le congrès
le congrès d'urologie. Les chiffres ont un peu... Il y a plus de groupe 3 en réalité. Et donc, vous voyez, on part du succès à 100% au succès à 85%, souvent avec 2 interventions, en particulier pour améliorer la continence. Et puis le type 3, ben, là, alors c'est dans ces cas-là que certains ont pu proposer, mais c'est très difficile à faire admettre dans ces pays-là les dérivations. Gordon Williams, par exemple, à Addis Abeba, avait fait une grande série de dérivations. Il a été obligé de construire une maison pour garder ses malades. La famille ne voulait pas les récupérer. Alors, la petite statistique, mais par rapport à celle de mon ami Nicolas tout à l'heure, on a opéré 224 cas. Je ne vous parle pas des difficultés pour opérer dans ces pays-là, puisque malgré les soutiens, il n'y a pas beaucoup d'appétence pour accueillir, puisque ce sont les malades les plus pauvres. Et donc, vous voyez, premier groupe qui a eu quand même un échec, parce que les soins post-opératoires, simplement sont la sonde urinaire, ce n'est pas toujours du 100%. Le groupe 2, 138, 78 ont été repérés, pratiquement la moitié. Et le groupe 3, 55, avec globalement, sur cette série, avec un recul de 10 ans, à peu près 65% de guérison. Donc, vous voyez, il faut être modeste. Alors, en Mauritanie, on a opéré à Nouakchott dans 4 hôpitaux. Finalement, heureusement, l'hôpital mère-enfant nous a accueillis les dernières. Il aurait dû être le cas au mois de décembre 2020. La maternité de Sepras, c'était théoriquement là, on aurait dû travailler. On travaille dans de très mauvaises conditions. Et puis en province, il y a un deuxième problème depuis 2011, c'est le problème de sécurité. On a pu aller à Kifa, 600 km à peu près 3 fois, l'hôpital régional de Néma 1 fois, et l'hôpital de Kédi au bord du fleuve Sénégal 1 fois. Voici une vue de Sepras. Sepras, ce qui veut dire en Hassania que l'eau de la mer remonte à un certain moment dans les cours, donc si elle est grave encore. Alors là, on travaille dans l'ancienne primature, c'était les locaux du Premier ministre, qu'un président qui a suivi a remis pour créer, ce qui est très à la mode depuis 10 ans, les hôpitaux mère-enfant, parce que c'est les hôpitaux qui récupèrent pas mal de crédits. C'est là où on a opéré, disons, pendant au moins 5 ou 6 années. Vous voyez l'intérieur, là, des chambres, c'était des chambres plutôt pour recevoir des hôtes. Même un grand ministre français était dans une de ces chambres qui ont transformé en chambre de malades, de patients. Mais par contre, le bloc opératoire, car les Chinois avaient construit la primature, mais ils ont aussi fait la reconversion en hôpital, était tout à fait correct. Et ça, c'est à Néma, pas loin de la frontière malienne, donc une zone difficile. Alors, je fais une diapo sur les soins post-opératoires. Comme ces gens sont pris en charge pour les consommables par le FNUAP, par cette campagne mondiale, eh bien, il n'y a pas de prise en charge pour le prix de journée, là. Et donc, les patients sont obligés d'aller le soir dans un centre d'hébergement, là où elles ont été accueillies à leur arrivée. C'est-à-dire que même si cette patiente qui est à l'arrière, qui n'est heureusement pas sur le plateau, a 2 sondes urétérales, eh bien, elle va regagner l'hôpital, la NAT, dans le centre de Sepras, où elle sera par terre dans un centre qui s'appelle centre de fistule. Il y en a des beaucoup mieux, comme en particulier à Bamako, le centre Oasis qui a été créé par Kalilou Ouattara. Alors la formation, puisque ces missions, le but, c'est traitement, mais surtout formation. Alors c'est un peu désespérant, mais je crois que c'est un peu beaucoup de pays d'Afrique. On a formé à peu près 5 fistulologues, qui étaient en général des généralistes. Il y a un seul urologue, qui venait de l'Association mauritanienne d'urologie. On a formé les sages-femmes, en particulier pour le recrutement et le suivi post-opératoire. Et tous les kits provenaient du FNUAP, c'est-à-dire la formation. Là, on est avec l'équipe de KIFA, vous voyez, avec mon ami David Falandry. Et à gauche, sur la première photo, c'est le professeur Aboudé, qui est actuellement. Alors, sur les 5, c'est ça qui est terrible, il y en a 4 qui sont ailleurs. Un, malheureusement, qui a eu un accident, qui est mort. Un qui est directeur du centre hospitalier national. Un troisième qui est passé au FNUAP. Donc, les nouvelles missions, s'il y en a, eh ben, il va falloir reformer d'autres gens et essayer de trouver un moyen pour qu'ils continuent à faire des fistules. La formation, ça passe aussi par des congrès. Il y a eu un congrès organisé à Nouakchott, les 2 à Nouakchott, au Palais des Congrès, c'était surtout de la prévention.
des cours à la faculté de médecine, des cours aux sages-femmes et surtout une forte délégation avec laquelle nous étions avec eux, qui est allée à Dakar au congrès international qui était présidé par Valdic et notre ami Maguey. Là, vous reconnaissez quelques personnes, Alain Leduc et le professeur Mdiri qui est un Tunisien. En bas à gauche, eh bien, le seul qui n'est pas en tenue traditionnelle, c'est le professeur Neumann, qui est urologue, président de l'association mauritanienne d'urologie. Et puis en bas et à droite, vous reconnaissez notre ami Maguey. Alors, je crois que ce qui est très important, je suis allé une fois ce sont les financements. Parce que ce sont les plus pauvres, ça n'intéresse en gros personne. Et les financements, on est allé une fois avec plusieurs ONG à Bruxelles. Et malheureusement, quand on est arrivé, il y avait cette newsletter, qui est à mon avis très fausse, quand vous avez vu les lésions des groupes 2, surtout des groupes 3, easy to cure, c'est-à-dire facile à guérir. Donc effectivement, pour un financeur, ça veut dire peu d'argent pour le maillon chirurgical, car encore une fois, la fistule, c'est une chaîne, il y a des maillons, il y a le recrutement, je parle pour les fistules quand elles sont constituées, il y a le recrutement, l'acheminement, l'hébergement, tout ça pour la mission. Le jour où ça deviendra de la chirurgie quotidienne, ça sera fait dans des hôpitaux, on pourra faire par petites doses tous les jours, mais malheureusement, actuellement, ce sont dans tous les pays à peu près des missions. Après, vous avez le maillon chirurgical, et donc, pour les décideurs, les financeurs, easy to cure, ça veut dire pas beaucoup de financement. Et en gros, tous les gros financements, je vous en parlerai des financements américains, ça passe essentiellement dans les campagnes de sensibilisation, dans la communication, mais quand il faut acheter du matériel, des consommables, ça devient beaucoup plus difficile. Donc, vous voyez, ça, c'est un peu la mentalité. Donc, quand nous sommes allés à Bruxelles, on avait l'impression d'avoir fait un beau plaidoyer, et finalement, ça, c'était devant une commission. Mais après, c'est passé à l'Assemblée européenne. Et finalement, c'est le dossier sur les massacres des pingouins sur la banquise qui est passé. Voilà. Et il y a un dossier qui est passé après. Il y a eu un peu plus d'argent, mais cet argent, je vous dis, va massivement ailleurs. Alors ça, c'est du temps de Obama, en 2012. Il y a eu des milliards qui ont été dépensés, vous voyez, pour aider l'Afrique subsaharienne pour combattre, c'est plus modeste, plus juste, les fissures obstétricales. Ce n'est pas pour les terminer comme le FNUAP. Des milliards ont été dépensés. On avait fait un petit projet qui n'a jamais abouti en Mauritanie. C'est un institut de recherche appliquée pour les fistules mauritaniennes. Et donc, ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que malgré la morbidité, c'est la morbidité la plus handicapante dans ces pays sous-développés. La prise en charge des fissures obstétricales peut être assimilée donc à une chaîne de soins, je vous l'ai dit. Il y a ces trois maillons, le maillon avant, le maillon pendant et après, et c'est sur le maillon central thérapeutique, c'est la seule thérapeutique en dehors de la prévention, qui est souvent très peu financée et pratiquement de moins en moins. Donc, difficulté de financement pour ces patientes les plus pauvres. C'est la raison pour laquelle Fallandré a fait un article il y a une quinzaine d'années en parlant de la nouvelle lèpre de l'Afrique. Vous voyez, ça représente, même à Bukavu, ça représente 96% des fissures. C'est cette cause obstétricale, c'est-à-dire un travail arrêté ou ralenti. Et donc, en gros, il ne faut pas mélanger les campagnes parce que là aussi, des ONG essayent de récupérer des financements avec les mutilations. Encore une fois, on peut être ministre, professeur de médecine ou avocat avec une mutilation génitosexuelle, absolument pas avec une fissure obstétricale, puisque là, on est parfaitement exclu. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va faire le deuxième tour. Je me permets de vous interrompre, si vous le permettez. Je m'appelle Guy-Bernard Cadière et je suis en contact en continu avec Denis Mukwege, avec qui je travaille, comme vous le savez. Et donc, il pleut beaucoup et il n'arrive pas à faire la connexion. Moi, je suis à Bruxelles pour le moment, je vous suis. Et donc, voilà, je voulais… Merci Bernard Cadière. Tu sais que tu es le bienvenu à l'Académie nationale de chirurgie. On t'a vu déjà, mais on ne te voit pas assez souvent. Écoute, si tu arrives à rentrer en contact avec Mukwege par le biais d'un mail ou quelque chose, tu n'hésites pas à réintervenir. Et nous, on va continuer avec Jean-Marie Collat parce qu'on a déjà pris un peu de retard. Mais encore merci. Et on a très bien vu ta pince PCEA dans le film de notre ami
Et on a bien vu que c'était toi qui faisais l'anastomose. Non, mais bon, voilà, je voulais te dire que je suis en contact avec lui là maintenant pour le moment et il me dit il pleut trop et on n'arrive pas à faire une connexion en Teams. Si jamais il est en contact, tu nous l'envoies tout de suite, bien évidemment. D'accord. Merci encore de ton intervention. Est-ce que Jean-Marie Collat est en ligne? Jean-Marie, Monsieur Bourret, est-ce que vous pouvez nous passer Jean-Marie Collat? Moi, je remercie Monsieur Dumerger pour sa communication. Il a bien vu que la prévention est quelque chose de très important. Et la Mauritanie est un exemple vraiment tout à fait caractéristique parce que je connais aussi très bien ce pays et la circulation. Et vous n'avez pas parlé de la région d'Attar et tout ça parce que là, il y a carrément des villes. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des villes qu'il y a des centres, notamment des dispensaires. Il y a même des villes sans dispensaires. Et donc, c'est très compliqué, mais on en parlera peut-être dans la vie.